nous allons faire un petit pas de côté dans notre thème de la réponse accompagnée pour tous, et nous allons le faire en tenant le fil rouge que déroule notre grand témoin Denis Piveteau. Ce qu'il propose depuis plusieurs années, finalement, c'est un changement de paradigme dans l'accompagnement des personnes, et ça passe par une révolution des esprits au niveau des professionnels qui interviennent, une ouverture vers les autres spécialités, mais aussi des formations, un peu parlé, une reconnaissance. Denis Piveteau, vous l'avez compris, continue à prôner l'intelligence collective dans son dernier rapport de février 2022 intitulé « Experts, acteurs, ensemble pour une société qui change ». Et Catherine Romagnac lui a posé cette question: quel rôle peut jouer la valorisation des métiers du travail social au service des personnes en situation de handicap? Nous écoutons sa réponse. C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est un peu la question que le Premier ministre m'avait posée. Donc, vous avez vous placez dans un sillage déjà très éminent. Mais et en même temps, je suis bien obligé de dire qu'il n'y a pas de réponse, magique. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin énormément des professionnels, et précisément dans des territoires où quelquefois déjà il manquait, et dans le contexte d'aujourd'hui, il manque encore plus dramatiquement. Bon. Et donc, c'est une question qui est tout à fait centrale, et qui s'est posée dans des termes un peu déstabilisants, à partir du moment où est apparue justement cette idée que il fallait construire les institutions autour des personnes et pas faire rentrer les personnes dans des places, que le mot de désinstitutionnalisation commençait à prendre de plus en plus devenir un peu récurrent dans tous les discours, et pas seulement dans les discours des grandes instances internationales. Du coup, les professionnels se sont dit, mais alors nous, c'est quoi notre quoi, on veut démolir les structures dans lesquelles on a toujours travaillé, on nous demande de venir y travailler, en même temps on dit il faut désinstitutionnaliser. Enfin, c'est quoi la logique? Bon. Et donc, il y a en plus déjà de toute une série de problèmes qui peuvent tenir à la pénibilité des métiers, aux rémunérations qui ont mal progressé dans ce secteur, alors qu'elles étaient revalorisées, et notamment avec les accords Ségur, elles étaient revalorisées ailleurs et pas là. Bon, donc il y avait un certain nombre d'irritants qui venaient s'ajouter, mais il y avait un arrière-plan qui était l'arrière-plan de c'est quoi notre rôle maintenant qu'on critique les institutions. Et je crois qu'il était très important de dire attention, construire des solutions, des réponses en apportant des financements aux personnes elles-mêmes et en construisant le groupe d'abord, l'institution ensuite. Ok, c'est ce qu'on peut appeler la désinstitutionnalisation des personnes. Mais ça ne veut pas dire, au contraire, qu'il faut désinstitutionnaliser les professionnels. Je m'explique. Plus les contacts, et d'ailleurs l'exemple de votre fils avec 26 structures ou professionnels libéraux ou dispositifs qui ont été amenés à intervenir successivement ou simultanément le montre bien, plus les situations sont complexes, plus les trajectoires sont singulières, veulent interagir, veulent avoir de l'éducation comme tout le monde, un peu, veulent aller travailler en milieu ordinaire au moins quelques jours. Bon, plus les situations sont complexes et ouvertes sur le monde, plus il faut des professionnels qui arrivent à travailler ensemble et à faire système. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, être de nombreux professionnels qui travaillent ensemble de manière régulière en faisant système, si ça n'est pas une institution? Bon. Donc, il faut arriver à créer des collectifs de travail stables, pluriprofessionnels, organisés, capables de proposer des services qui ne seront pas forcément les mêmes d'une personne à une autre, mais l'équipe de professionnels, oui, elle reste la même, et elle a une capacité à travailler en faisant système, dans son sein, au sein des membres de l'équipe, mais aussi avec l'extérieur. Il faut être de plus en plus capable de travailler avec l'éducation nationale, un bailleur social, des transporteurs, que sais-je. Et si vous voulez travailler avec des institutions du monde ordinaire, vous avez intérêt d'être très structuré, très organisé, rassurant. Il faut faire équipe, quoi. C'est pas des professionnels isolés qui vont pouvoir offrir un service de qualité, sans rupture, et crédible à l'égard d'interlocuteurs hospitaliers, éducation, profession, entreprise et autres. Bon. Donc, la nécessité pour les professionnels de définir des environnements de travail stables, qu'on peut appeler des institutions, pensés comme des services aux personnes, y compris dans le service qui consiste à héberger, c'est très important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu une formule un peu raccourcie, si vous voulez, mais j'y crois profondément. La désinstitutionnalisation pour les personnes peut-être, mais plus on la fait pour les personnes,
plus ça veut dire que les parcours vont être variés, singuliers, propres à chacun, et plus il faut de l'institution pour les professionnels. Donc ce mot de désinstitutionnalisation, il ne va pas du tout, parce qu'il mélange tout. Bon. Et donc, autour des professionnels, un des grands enjeux, c'est de comprendre qu'ils doivent du coup non seulement se structurer et faire système, mais ils peuvent plus compter simplement sur les murs pour faire système. C'est pas voilà des plannings organisés à l'intérieur d'une institution. Il faut être en capacité d'interagir en ayant beaucoup d'autonomie. Bon, beaucoup d'autonomie, parce que face à un jeune qui peut avoir des désirs et qu'il faut savoir écouter, il faut être en capacité de réagir sans attendre l'ordre qui vient d'en haut, ou sans être enfermé dans des plannings et des organisations qui ne donnent aucune liberté. Donc il faut de l'autonomie, il faut une autre manière de penser des équipes. D'ailleurs, vous preniez l'exemple de ce petit collectif de 6 personnes avec un ratio de 1 pour 1. C'est évident que les professionnels, quelles que soient leurs compétences, devront travailler de manière beaucoup plus autonome collectivement, beaucoup plus réactive. Ils peuvent pas prédéfinir à l'avance dans un planning commandé d'en haut comment ils vont gérer chaque jour qui vient les initiatives, les envies, les désirs. Ou alors ils vont reconstituer une petite un petit établissement en miniature qui ne répondra absolument pas aux désirs des jeunes qui seront avec eux. Bon. Donc pour vivre avec quelqu'un qui veut être autonome, il faut être soi-même autonome. Pour accompagner une personne qui veut être autonome, il faut être soi-même autonome. Et donc il y a tout un enjeu d'enrichissement du travail, d'enrichissement des conditions de travail, d'enrichissement peut-être d'ailleurs le cas échéant dans des lieux qui sont peu attractifs, d'enrichissement aussi en qualité de prestations. Pourquoi est-ce qu'on ne pense jamais au logement des professionnels? Bon, on cherche le logement des personnes, très bien, on construit pour qu'elles puissent avoir des murs qui leur ressemblent, mais il faut aussi penser à loger les professionnels qui vont intervenir. Ça fait partie d'un ensemble. Autrefois, on savait le faire dans le champ hospitalier. On a un peu perdu ces traditions et je le regrette. Et donc, il y a tout un enjeu d'accompagnement des accompagnants, tout simplement, de capacité à donner du pouvoir d'agir, de l'autonomie, de la qualité de vie aux accompagnants, si on veut qu'ils soient en capacité de donner du pouvoir d'agir, de l'autonomie et de la qualité de vie aux accompagnés, qui est indispensable. Et je dirais, puisque Madame Romagnac est là, que vous représentez du coup une partie de l'administration et des pouvoirs publics, que ça suppose aussi que les pouvoirs publics se dotent à l'égard de leurs propres agents de la même capacité de les mettre en autonomie et en responsabilité. Parce que lorsque une structure, une association, un porteur de projet cherche à créer au sein de son équipe cette autonomie, cette capacité d'auto-organisation et de responsabilisation des professionnels en équipe, il faut qu'il puisse trouver en face de lui des interlocuteurs administratifs qui ont la même agilité, qui ont la même capacité, mais vous en avez donné un exemple, de se saisir de quelque chose de nouveau sans dire attendez, c'est pas possible, les règlements, voilà, la circulaire machin. Bon. Et donc, si les équipes administratives n'ont pas elles aussi du pouvoir d'agir, de l'autonomie et de capacité d'auto-organisation, ils ne pourront pas aider correctement des créateurs, des porteurs de projets qui ont ce désir, et ces porteurs de projets ne pourront pas donner de l'autonomie et de l'auto-organisation aux personnes qui les accompagnent. Tout ça, c'est une chaîne qui, par ricochet, embarque inévitablement, peu ou prou, qu'on le veuille ou non. Et je dirais qu'on le veuille ou non. Je le regrette, mais parce que ça serait plus simple si c'était pas comme ça. Hein. Mais ça fait dire qu'il faut que la société progressivement bascule. Hein. On peut pas. C'est un peu comme les territoires 100% inclusifs. On peut pas être à 90% inclusif. Ce qui manque, c'est toujours voilà. S'il manque une marche, si on laisse une marche sur le trajet, on pourra quand même pas faire le trajet. Voilà. Donc on peut pas être 90% inclusif. On peut pas donner du pouvoir d'agir simplement aux personnes, pas aux professionnels et pas aux administrations. Voilà. Et donc on est face à un pivotement qui est assez structurel, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier rapport. Très bien. Mais je terminerai quand même là-dessus en étant porté, parce que si c'était simplement des conseils venant d'en haut, ça n'aurait pas grande valeur. C'est surtout porté par des réalisations concrètes. Vous disiez tout à l'heure, Madame Romagnac, dans l'Aude, on accompagne déjà beaucoup de petites structures qui se montent. On voit bien que l'enjeu, c'est pas de les provoquer, c'est surtout de les repérer et de les aider à pousser. Mais on voit que l'énergie, mais ça aussi c'est une expérience qu'on a tous lorsqu'on est confronté à des situations de handicap, surtout dans sa famille proche.
l'énergie, elle est dans les mains des personnes qu'on accompagne, fondamentalement. Voilà, c'est un beau message de fin. Pas besoin d'en rajouter. Donc, pour rebondir sur cette question des nouveaux métiers, quelque part, qui participent à décloisonner sanitaire, médico-social, action sociale, nous aurons en visio la référente handicap du groupe d'aide à la personne Vitaliance. Mais d'abord, nous avons le témoignage d'un duo qui nous vient de Castelnaudary, et plus précisément de la communauté de communes de Castelnaudary-Lauragais-Audoin. Donc, Philippe Greffier, vous êtes le président de cette collectivité de quelques 30 000 habitants, et Lauriane Aguilera, vous êtes la coordinatrice de projets d'accompagnement inclusif, un poste créé en janvier 2022, et c'est le premier de ce type dans l'Aude. Bonjour à vous deux d'abord. Bonjour. Et je me tourne donc vers vous, le représentant de la collectivité, Philippe Greffier. Qu'est-ce qui a conduit votre communauté de communes rurales, plutôt modeste par la taille, donc, à imaginer ce poste qui n'existe pas ailleurs, en tout cas pas dans le département pour le moment? Bonjour, alors merci d'abord de nous inviter à témoigner. J'ai compris qu'il fallait être bref, étant donné l'heure et le planning qui vous attend. Alors, ce qui a motivé la création de ce poste, c'est une vision qui nous rassemble un peu aujourd'hui. C'est en fait la volonté de promouvoir, ça a été dit, une société inclusive qui permette donc de permettre une prise en charge et une autonomie des personnes atteintes de handicap et qui s'inscrit dans un projet plus large de territoire qui a été construit avec l'ensemble des 500 élus qui animent les conseils municipaux de mon territoire, dans lesquels, parmi les 4 axes forts de travail, il y a la dimension cohésion sociale, et dans l'accès cohésion sociale, il y a le cadre de vie, l'accès aux services, et donc et l'accès aux services pour tous. Voilà. Et dans ce cadre-là, en fait, on est porteur de cette vision d'une société inclusive, et pour ça, donc il faut agir sur plusieurs facteurs. Le premier facteur pour nous, c'est forcément, ou l'un des premiers en tout cas, c'est l'identification et l'accompagnement en fait le plus tôt possible des difficultés lorsqu'elles se posent. Et nous avons en charge la compétence petite enfance, et donc il nous semblait important de travailler dès la petite enfance, donc dès l'entrée pour nous aux crèches, et d'avoir donc des professionnels formés qui soient en capacité d'identifier, de faire le lien avec les familles, parce que il faut d'abord identifier, vous le savez tous, tout mieux que moi, d'abord identifier, ensuite aider parfois les parents à cheminer vers la reconnaissance des difficultés et l'objectivation de celles-ci, et puis après donc fédérer autour de nous un réseau d'acteurs qui puissent donc nous accompagner pour avoir ce qui nous rejoint ce matin, c'est-à-dire une réponse adaptée pour tous. Voilà, pour ça, donc, c'est cet objectif-là qu'on a créé ces postes-là, finalement, puisque c'est 2 postes, mais Lauriane en parlera mieux que moi, et fédérer autour de nous, l'ensemble des acteurs, avec l'Éducation nationale, avec la MDPH, avec la CAF. Voilà. Et au-delà de ça, je laisserai Lauriane parler d'une dimension professionnelle, ça s'inscrit aussi dans un cadre plus large. C'est-à-dire que ça suffit, pour moi, ça suffit pas. C'est-à-dire il faut aussi que l'écosystème dans lequel on vit soit aussi accompagnant. Voilà. Et accompagnant, ça veut dire dans toutes les différentes dimensions de la société dans laquelle on vit. Tout à l'heure, ça a été évoqué, il faut accompagner ou provoquer le changement de la société. Et donc nous le faisons à travers plusieurs dimensions, par exemple nos propres services enfance-jeunesse, où on travaille sur l'acceptation de la différence et les valeurs de la République, et travailler sur un travail pédagogique important qui est fait pour accepter la différence et l'accompagner, parce que l'une des violences auxquelles sont parfois aussi confrontés les enfants en situation de handicap, c'est l'incompréhension ou la difficulté de l'autre à comprendre sa propre différence. Et donc c'est un travail pédagogique que nous menons avec les enfants de notre territoire, mais aussi un travail avec le monde associatif que nous accompagnons vers le développement d'activités handisport, sport adapté, parce que la socialisation, c'est aussi l'épanouissement par le sport, et c'est aussi nos interlocuteurs professionnels derrière, pour pouvoir après derrière développer des pistes d'action pour permettre, quand c'est possible, des inclusions dans le monde professionnel. Et puis, ça a été dit et évoqué, la question du logement. Et nous travaillons aussi avec nos 43 maires, au-delà de l'habitat inclusif qui est développé par le département, à travers le déploiement du PIG, qui permet d'avoir des aides à l'aménagement du logement
Voilà, et qui, sur la précédente période, ont permis de développer plus de 2 500 000 € d'aide pour accompagner à l'adaptation du logement. Alors, c'est pas que sur le champ du handicap, c'est aussi sur la rénovation énergétique, hein, mais c'est quand même donc une centaine de personnes qui ont été accompagnées pour adapter en fait le logement. Voilà, donc tout ça pour vous dire, pour résumer, que c'est au service d'une vision plus globale où on essaie d'intervenir, on va dire, très largement sur les différentes dimensions qui peuvent mener notre territoire vers être effectivement un territoire inclusif. Voilà. Et dans ce cadre-là, on avait besoin de professionnels spécifiquement formés, à qui effectivement on donne à la fois les moyens, enfin, vous me le direz si ce n'est pas le cas, et surtout à la fois l'autonomie et le réseau autour pour faciliter la détection précoce et la mise en réseau. Très bien, Lauriane Aguilera, c'est le moment de demander une augmentation. Donc vous êtes salarié de la communauté de communes de Castel. Merci. Voilà, ça c'est un cri du cœur à prendre. Vous êtes salarié de la communauté de communes de Castelnaudary depuis un peu plus d'1 an, donc après 11 ans passés à l'AFDAIM, donc le côté compétences, on peut penser qu'il est là. Et je précise que vous êtes éducatrice spécialisée de formation. Pouvez-vous, alors très rapidement, je suis désolé, nous expliquer votre rôle au quotidien dans ce cadre de l'intercommunalité ? Alors, mon rôle, c'est surtout d'être présente sur toutes les structures petite enfance, enfance, jeunesse de la communauté de communes. Donc, c'est 3 crèches, 5 accueils extrascolaires, donc c'est-à-dire les centres de loisirs, 9 accueils périscolaires et ensuite le service ado. Donc il y a eu un repérage qui a été fait en amont par les équipes d'animation, les équipes encadrantes en crèche. Il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui sont accueillis sur les temps méridiens, donc les temps de cantine, les temps qui bordent les temps scolaires et sur les centres de loisirs. En crèche, c'est pareil, les professionnels se posaient des questions, avaient du mal à aborder peut-être cette thématique avec les parents, savoir vers quel professionnel se tourner. Donc, la communauté de communes de Castelnaudary et Lauragais-Audois a eu la riche idée de m'embaucher. Et moi, je coordonne tout un tas de professionnels. En fait, un éducateur, c'est un coordinateur de parcours qui acte sur le quotidien les difficultés qui peuvent être rencontrées par les équipes, par les parents. Et j'essaye de mettre en lien les professionnels adéquats pour essayer de trouver des réponses. En fait, mon idée maintenant, elle était claire déjà depuis le départ, c'est que chaque enfant qui passe dans les structures de la communauté de communes, on n'est pas juste là pour les garder, on est vraiment là pour être acteur de leur projet de vie. Et le handicap fait partie de notre quotidien. C'était des temps qui n'étaient pas du tout pensés. On pense beaucoup à l'école, mais on ne pense pas autant de cantines, on ne pense pas autant de loisirs. Et c'est la base fondamentale du développement de l'enfant. Alors maintenant, de façon tout à fait modeste, ordinaire, mais adaptée, on accueille les enfants en situation de handicap. On parle de combien d'enfants, juste, alors on ne va pas trop développer, mais combien alors, à la communauté de communes, il y a plus de 1000 enfants qui sont accueillis sur les loisirs. Actuellement, il y a une vingtaine d'enfants qui sollicitent, qui nous demandent en tout cas un accueil adapté. Donc moi, je suis là quotidiennement avec mon collègue qui est moniteur éducateur sur les structures pour passer du temps dans ces gros collectifs, leur proposer aussi de l'individuel et quelque chose d'adapté. Mais on ferme la porte à personne. Ils partent en vacances avec nous, ils viennent manger avec nous à la cantine et on se régale. Parce que c'est une société comme ça. Merci Lauriane, merci Philippe. Est-ce qu'il y a une toute petite question qui amènerait une toute petite réponse? Ou on enchaîne? Allez, c'est parti. Sinon, voilà, on peut peut-être en aparté vous parler pour avoir un peu plus d'informations peut-être sur le montage de cette mission. Merci à vous deux. Donc, ultime intervention du matin, avant une petite séquence de questions-réponses que nous n'aurons pas. Nous allons retrouver en visio Sophie Minot du groupe d'aide à domicile Vitaliance. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce que vous l'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Sophie. Donc, alors, Vitaliance est connu dans le secteur du handicap comme prestataire de services, on dira, hein. Mais votre rôle à vous, il se situe uniquement en interne comme référente de la mission handicap. Cette mission, c'est la conséquence d'une obligation légale depuis 2018 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Et votre travail, Sophie, c'est de sensibiliser vos collègues à l'embauche de personnes handicapées à l'intérieur donc de Vitaliance pour atteindre, si possible, le fameux taux minimal de 6% d'emploi pour les personnes handicapées.
Et vous avez beaucoup de travail puisque Vitaliance est aujourd'hui une entreprise de quelques 6000 collaborateurs. Donc moi, la question, c'est comment vous faites concrètement pour convaincre vos collègues? Comment s'organise en fait votre mission? Oui, tout à fait. Nous avons même plus de 6 000 collaborateurs puisqu'on a 7 000 aujourd'hui collaborateurs au sein de notre groupe et 130 agences sur tout le territoire français. Alors, mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser à travers des actions de sensibilisation sur la thématique du handicap, comme des webinaires, une charte d'inclusion qu'on a mis en place aujourd'hui au sein de Vitaliance, des événements. Et là, on est en train de mettre en place aussi des ambassadeurs au sein de toutes nos régions à travers la France pour accompagner aussi nos collaborateurs en situation de handicap. Aujourd'hui, on a 400 collaborateurs en situation de handicap. La mission handicap a été créée il y a 5 ans maintenant. On était à 74 collaborateurs, donc on a beaucoup évolué et notre taux d'emploi, bien sûr, évolue. Après, pour Vitaliance, c'était très important de mettre en place cette mission handicap puisque nous accompagnons des clients en situation de handicap. Donc, pour nous, l'inclusion au travers de notre entreprise était important. Donc, on fait des actions de sensibilisation, mais aussi le rôle de la mission handicap, c'est d'aménager les postes de travail, de compenser le handicap à travers des aménagements, que ça soit des horaires de planning ou de matériel, ainsi que de la formation, puisque au sein de Vitaliance, nous avons un centre de formation qui s'appelle Unifadom, où on forme nos auxiliaires de vie au diplôme d'auxiliaire de vie sociale. Donc, on peut aussi aménager la formation afin que les personnes qui ne peuvent pas être sur un volume, par exemple, de 35 heures, puissent suivre quand même la formation sur un temps un peu plus long. J'avais une question presque. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés du statut de client, personne handicapée, à un statut de collaborateur? Alors, au sein de Vitaliance, non, mais c'est possible, puisque si un client souhaite postuler au sein de Vitaliance, on pourra aussi étudier sa candidature. On étudie les candidatures sur les compétences et non sur le handicap, puisque le handicap peut être compensé à travers, comme je le disais, du matériel ou des formations ou un aménagement de temps de travail. Quels sont pour vous les principaux freins à lever encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous identifiez au bout de 5 ans quand même, donc on va dire déjà il y a sûrement une culture que vous avez réussi à mettre en place. Qu'est-ce qui bloque encore pour que ça aille plus loin, que vous arrivez ne serait-ce qu'à atteindre ces 6%? Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser sur toutes les catégories de handicap. Je donne l'exemple d'une personne malvoyante. Elle peut être aussi auxiliaire de vie. J'ai eu le cas là, très dernièrement d'aménager son poste de travail à travers du matériel, par exemple une loupe pour lire les tickets ou lire les consignes. Il y a toujours une possibilité d'aménager. Et donc, c'est hyper important. Et aujourd'hui, chez Vitaliance, on sait que le métier d'auxiliaire de vie est un métier physique et on peut compenser le handicap à travers un lève-malade, un verticalisateur pour que les personnes auxiliaires de vie qui ont des problématiques de dos, par exemple, ou un problème au bras, puissent travailler dans de bonnes conditions et avoir tout le matériel pour pouvoir travailler. Merci à vous, merci Sophie. Merci.